Avant même de commencer, je vous remercie pour votre fidélité. The Craft Project a besoin de vous pour grandir. Il faut vous abonner, mais aussi abonner de force vos amis et nous mettre 5 étoiles depuis leur téléphone. Laissez-nous des commentaires, parlez de nous autour de vous. C'est comme ça qu'un podcast se fait connaître. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Aymeric Ducet. Aymeric Ducet est bijoutier joaillier. Il est aussi entrepreneur. Il est devenu le patron de Vernedret, une manufacture qui œuvre dans l'ombre pour les plus grandes maisons de joaillerie. Sans rien perdre de son expertise technique, Aymeric Ducet a appris à être un manager, un gestionnaire, un développeur, aux côtés d'associés expérimentés qui ont su le faire pousser. Bienvenue dans un atelier discret. Bonjour Aymeric Ducet. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie d'artisan ? Vous étiez un enfant créatif ? Alors moi j'ai commencé mon métier, ou ma passion plutôt, en étant chercheur de pierres. J'étais vraiment passionné, je le suis toujours passionné par les pierres, par les minéraux. Et donc, depuis tout petit, je m'amusais à chercher dans les montagnes les quartz, les pierres qu'on pouvait trouver avec des formes un peu spécifiques. Et puis de là, moi, j'ai pu aller rencontrer un bijoutier artisan savoyard, spécialisé dans tous les bijoux historiques savoyards, qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Donc, j'ai ensuite fait 2 ans d'études. Comment il vous a donné envie de faire ce métier ? Vous êtes allé le voir, un petit garçon comme ça qui tape à sa porte et qui lui dit « je veux être bijoutier ». Alors ma grand-mère le connaissait, elle est aussi historienne. Elle m'a dit on va aller le visiter, j'ai des choses à lui demander. Je suis allé avec elle et là c'était la révélation. Je l'ai vu travailler avec son chalumeau, avec ses limes, en train de faire des soudures et j'ai dit moi je veux faire ça, c'est sûr. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Je sortais de 3e, donc... c'était pile le bon moment ? C'est ça. Donc l'année d'après, j'ai pu intégrer l'école de Valence, le lycée Amblard, en CAP pendant 2 ans, et puis ensuite le brevet des métiers d'art. Comment ils ont vécu ça, vos parents ? Ils étaient contents, confiants, inquiets que vous partiez sur une filière manuelle ? Alors, confiants dans le fait que je savais ce que je voulais faire. Ouais. Ils ont eu peur, bien évidemment, comme tous les parents, de me le laisser partir à 400 km de la maison. À 14 ans en internat, à 14-15 ans, oui, effectivement. Mais moi, je le savais, je voulais faire ça, donc j'ai tout fait pour réussir, et puis ça a fonctionné. Au bout de 4 ans d'études, j'ai pu avoir mes diplômes. Et alors après les diplômes, il y a eu un boulot, un premier atelier ? Après les diplômes, effectivement, j'ai pu travailler 1 an dans un atelier en tant que bijoutier. Alors justement, on va revenir et on va définir ce métier de bijoutier. C'est quoi un bijoutier ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est quoi ? Enfin pas aujourd'hui, on va y arriver. Aujourd'hui, vous êtes patron d'un atelier de bijouterie assez important qui s'appelle Vernedret. Mais le métier de bijoutier, comment vous le définiriez ? Alors aujourd'hui, on a 2 bijoutiers différents. On a le bijoutier artisan qui lui va recevoir son client, il va concevoir de nouvelles pièces avec lui ou les réparer avec lui. Donc ça, on va les trouver dans toutes les belles bijouteries de France. Et puis on a le bijoutier de fabrication. Le bijoutier qui va recevoir un projet déjà expliqué, déjà dédié à sa cheville, à son poste de travail. Déjà dessiné, c'est-à-dire ? Déjà dessiné, voilà, on a déjà une idée de ce qu'on veut faire. D'accord. Ce bijoutier-là va fabriquer la pièce selon les informations qui lui ont été communiquées. D'accord. Et la différence entre un bijoutier et un joaillier, c'est quoi ? Un bijoutier, pour moi aujourd'hui, il va travailler la pièce pour qu'elle puisse avoir tout son éclat, toute sa splendeur. Un joaillier, peut-être que lui, il va plutôt aller vers un travail plus fin, de devoir mettre les pierres en exergue, de devoir les sublimer.
C'est un métier qui est complémentaire, qui va l'un dans l'autre. Et on est bijoutier joaillier, en tout cas chez nous, on est bijoutier joaillier. Ici, chez Vernet Dray, vous êtes bijoutier joaillier. Tout à fait. Bijoutier seul ou joaillier seul, aujourd'hui, je pense que c'est un terme un peu... Donc vous transformez le métal, du métal précieux, et vous le faites coexister avec des pierres qu'il faut mettre en valeur. C'est ça ? C'est ça, on va travailler le métal pour pouvoir accueillir les pierres et les mettre le plus en valeur possible, c'est ça. Alors racontez-nous cette aventure entrepreneuriale qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez une trentaine d'années ? C'est ça, 32 ans. 32 ans, et vous êtes patron d'une manufacture de bijouterie-joaillerie à Lyon qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Racontez-nous cette aventure. J'ai eu la chance de travailler avec... mes associés actuels, qui étaient mes patrons à l'époque, oui. Qui sont plutôt visionnaires sur ce point-là. Ils m'ont laissé la chance de pouvoir accéder à un rôle de responsable d'atelier alors que j'étais jeune, j'avais que 22 ans. On a beaucoup travaillé ensemble, on s'appelait et on s'appelle toujours tous les jours pour parler de notre journée, pour voir ce qu'on peut améliorer, etc. Donc c'est vraiment un vrai travail d'équipe. J'ai pu donc travailler pendant environ 5-6 ans à la cheville, à l'atelier avec les bijoutiers. Alors à l'époque, on était beaucoup moins, on était une dizaine de personnes. Et puis d'année en année, mon associé Frédéric Saint-Romain et Christophe, son frère, Christophe Saint-Romain m'ont laissé la chance de pouvoir accéder au capital de l'entreprise en prenant des parts dans l'entreprise. Donc c'est un investissement pécunier, un investissement personnel. Comment vous avez fait ? Vous aviez les sous pour investir dans votre entreprise aussi jeune ? Alors moi, vous avez emprunté j'ai emprunté de l'argent auprès d'un établissement bancaire. Ouais. Mes parents qui ont pu me donner un petit coup de pouce. Bien sûr. C'est une vraie histoire de PME, hein. C'est le quotidien de beaucoup d'entreprises. J'ai pu investir et puis ensuite travailler encore plus ensemble, se rendre compte de la valeur de l'argent dans l'entreprise, chose qui est difficile, je pense, quand on est salarié, on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux et on forme une belle équipe pour Vernet Dray et puis les structures associées. Alors justement, c'est une question que j'aime beaucoup poser, c'est quels sont les anges gardiens qui vous ont guidé dans votre métier ? J'ai l'impression qu'on vient d'en citer deux. Frédéric Saint-Romain et Christophe Saint-Romain. Pour ma part, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Et il y a eu des maîtres, techniquement, dont vous pourriez nous parler, un professeur que vous avez dans la tête, quand il y a une difficulté technique, vous vous demandez, mais comment lui il ferait ? On avait un professeur, monsieur Isaac, qui est toujours dans cette école, qui nous a vraiment tous donné la passion du métier, de la technique. On avait des petites machines à l'époque à Valence, des petits tours à fraiser, une petite commande numérique. Pour l'époque, c'était extraordinaire d'avoir ça dans une école de bijouterie. Je crois que toutes les personnes, tous les bijoutiers en formation à cette époque-là, on était passionnés par ça. Il nous a donné une autre approche, une autre vision du métier. Plus moderne, c'est ça ? Peut-être plus moderne, effectivement. Et il y avait d'autres profs qui étaient capables, eux, de nous amener la version plus classique du métier. D'accord. Donc ces personnes-là, ils nous ont beaucoup appris. On les remercie encore aujourd'hui parce que c'est vraiment des gens qui ont été importants pour nous tous, les bijoutiers sortis de cette école-là. Oui. Et c'est ce qui vous a fait abandonner l'aspect plus pierre, gémologue, pour aller vers l'aspect joaillier, parce que votre passion, elle a commencé par la pierre ? Ma passion, elle a commencé par la pierre, mais tout s'imbrique l'un dans l'autre, en fait. On a la chance de pouvoir toujours voir des pierres aujourd'hui. Être que gémologue, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est quelque chose de très compliqué. Et puis aujourd'hui, c'est que quelques personnes dans le monde qui sont capables d'être bons gémologues pour moi. Bien sûr. Voilà, c'est la chance de pouvoir toujours voir des belles pierres grâce à des clients qu'on a extraordinaires. Alors, justement, on va en parler. Donc, on a le droit de dire le nom d'aucun de vos clients. Oui. Mais c'est le principe de la joaillerie, c'est que les plus grandes maisons font appel à des ateliers très spécialisés. Vous êtes à Lyon et vous travaillez pour des maisons extraordinaires qu'on connaît tous et qui nous font tous rêver. Comment ça marche, en fait ? Les maisons vous envoient des dessins, des gouachés. Quel est le chemin que prend un bijou pour arriver de la maison jusqu'à votre atelier ? Alors tout à fait, des maisons nous transmettent leurs idées premières avec des gouachés, des crayonnés, des croquis. Et puis on fait un travail ensemble de développement. Moi je vais monter à Paris, ils vont descendre à Lyon. On va vraiment travailler en équipe pour pouvoir avoir une vision identique de la pièce. On va travailler sur l'ordinateur, faire des CAO, faire des... Conception assistée par ordinateur. Tout à fait. On va travailler en équipe pour pouvoir amener le bijou jusqu'à l'atelier. Et après, on va encore travailler ensemble pour pouvoir le réaliser techniquement en métal à l'atelier. D'autant plus que vous, ici, vous maîtrisez toutes les étapes. Vous pouvez me les redonner de la fonte jusqu'au sertissage, jusqu'au polissage. Redites-nous
toutes les étapes. Alors en interne, on a plusieurs métiers qui vont travailler sur la même pièce. On a la personne qui va travailler à la CAO, donc à la conception assistée par ordinateur. Donc ça, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail selon la pièce à réaliser. Ensuite, on a quelqu'un qui va s'occuper d'imprimer la pièce en 3D. On a des machines d'impression 3D, des techniques modernes. Donc on a des définitions très très importantes pour avoir le maximum de précision sur la pièce. Cette pièce-là, ensuite, on va la fondre en métal, donc dans le métal choisi par le client. Ça peut être de l'or. En or jaune, en or blanc, en or rouge, en platine. Nous, on fond les 4 métaux. Donc le fondeur va fondre ces pièces. Ensuite, ça va partir au bijoutier. Le bijoutier va réparer les pièces. Donc il va faire un premier émrisage sur les pièces, un pré-polissage, un montage à blanc selon la complexité des pièces. Ces pièces-là, on va les pré-polir, on va polir les mises à jour à l'intérieur avant que les pierres soient serties dessus. Donc on a déjà là, on est déjà sur 4-5 métiers différents. Le sertisseur, lui, va effectivement faire toute la mise en pierre et sertir les pierres, les faire tenir dans le métal. Retour au bijoutier qui va faire le montage final, qui va souder des goupilles s'il y a des goupilles, va fabriquer des systèmes, des vis s'il y a des vis à fabriquer, des systèmes de fermeture, des fermoirs, des cliquets, des systèmes broches. Voilà, on maîtrise tous ces systèmes-là. Vous avez même une forge? Alors on a aussi une forge, on fabrique nous-mêmes nos systèmes, nos lames de cliquets, nos boîtes à cliquets, etc. qu'on fait en forgé. On a certaines pièces mécaniques qui sont obligatoirement forgées. Elles ne peuvent pas être fondues, on a des résistances plus importantes sur des pièces forgées, ça veut dire qu'on part d'une barre de métal et qu'on lui donne la forme qu'on veut obtenir. Tout à fait. Donc on va venir taper dans le métal. On va venir le laminer, on va vouloir le tréfiler. C'est tous des termes pour... Allez-y, j'adore les mots que je comprends pas. Laminer le métal, on va venir l'écraser. On a une plaque de métal de 3, 4, 5 mm d'épais et il faut l'emmener jusqu'à 6 dixièmes d'épaisseur, 7 dixièmes. Donc on a des laminoirs pour laminer le métal, l'écraser, le recuire au bon moment pour qu'il puisse se détendre et qu'on puisse le travailler plus longtemps et plus facilement. On va tréfiler le métal, donc on va le tirer dans une filière avec un banc à étirer. C'est un peu des appareils de torture, on a l'impression, mais voilà, c'est la façon de travailler le métal pour avoir une pièce qui mécaniquement est la plus résistante possible dans le temps et que le client ne soit pas déçu d'avoir une pièce qui s'use rapidement. Alors on vient de visiter les ateliers ensemble, il y a à peu près 35 personnes qui travaillent ici, dont 30 personnes à l'établi, 30 personnes en production. Ils ont tous l'air heureux, ils ont tous autour de 30 ans. C'est quoi cet atelier magique où tout le monde est content de travailler? Alors, atelier magique, je sais pas, mais en tout cas, on a un état d'esprit ici chez Vernet Dray, on a une force, c'est de vraiment faire un travail d'équipe. On est tous sur cette ligne conductrice, c'est la ligne que j'essaie d'apprendre à tout le monde. On est tous là pour s'aider, pour se sortir des galères qu'on peut avoir à certains moments tous. Donc un bijoutier qui débute techniquement, il aura son collègue qui a déjà fait la pièce qui va l'aider. On est vraiment sur la communication, sur l'entraide et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir des pièces qui soient terminées correctement, dans les temps. Et puis avec des gens passionnés. Moi, je veux que les salariés, les personnes qui viennent à l'atelier le matin, repartent le soir en voulant revenir le lendemain matin heureux. C'est hyper important pour pouvoir avoir des pièces de qualité pour moi. C'est hyper important. C'est facile de recruter des artisans dans la bijouterie et dans la joaillerie à Lyon? Alors aujourd'hui, on a certaines difficultés à recruter des personnes parce que on a des écoles qui vont former une vingtaine de personnes chaque année, mais ces 20 personnes aujourd'hui ne suffisent pas forcément à remplir tous les ateliers. On a beaucoup de demandes. On est toujours tous en perpétuelle recherche de bijoutiers, de métiers rares. Le bijoutier joaillier est un métier rare. Le polisseur, c'est un métier encore plus rare aujourd'hui. C'est très difficile de trouver des polisseurs. Comment ça se fait? Puisqu'il y a du boulot, il y a un marché, il y a... Un polisseur aujourd'hui trouve forcément du travail. Pourquoi il n'y a plus de personnes qui ont envie d'être polisseurs? Je pense pas qu'il y ait plus de personnes qui aient envie. Je pense que notre filière peut-être vend mal le métier de polisseur ou certains métiers. C'est un métier qui est difficile, comme le métier de bijoutier. Il faut être précis, il faut être assidu, il faut pouvoir répéter plusieurs fois le même geste. Mais c'est un métier tout aussi passionnant. Le métier de polisseur, c'est quand même le dernier métier qui vient dans la chaîne de fabrication du bijou. Et donc, il faut respecter tout le travail qui a été fait en amont
et on vient mettre la dernière touche sur la pièce, mettre le dernier éclat, le dernier poli. Et on peut tout risquer aussi. Ah ben on peut tout risquer, oui, c'est sûr. On peut abîmer le travail de ses collègues qui a été fait avant. Un bijoutier qui va travailler pendant des heures pour avoir des angles très saillants sur sa pièce, des angles très vifs. Avec un mauvais geste, il peut venir gâcher tout ce travail, arrondir l'angle. La catastrophe. Et la catastrophe, ouais, effectivement, on est obligé de recommencer. Donc c'est un métier quand même ultra complexe et il faut être fort pour pouvoir être bon polisseur. Et qu'est-ce que vous diriez aux directeurs des écoles de bijouterie-joaillerie pour que les diplômés qui sortent correspondent mieux à vos attentes et aux besoins du marché ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait peut-être plus d'interactions tous ensemble pour être capable tous de se dire, bah voilà, on a une pénurie de ce métier-là. Est-ce qu'on est capable, sur les 2 prochaines années, de sortir des personnes qui ont envie, qui sont volontaires, de sortir 10 polisseurs sur une classe de 25 bijoutiers, de sortir des bijoutiers qui soient capables d'arriver dans le monde du travail en se disant qu'ils ont leur place. Aujourd'hui, tout le monde a sa place quand on sort de l'école, mais il faut que les élèves qui sortent se disent, et ben voilà, je vais me former au métier de bijoutier, il faut 10 ans pour être bon bijoutier, on va pas tous être artistes, on a besoin de personnes qui soient capables de travailler à la cheville directement. Il faut que l'école forme des techniciens, des vrais techniciens, et pour moi, la fierté, c'est d'avoir 25 élèves qui sortent, 25 élèves qui ont du travail. C'est ça le plus important aujourd'hui, enfin pour moi. Oui, c'est vrai, plutôt que 25 créateurs qui ne trouveront pas de travail ou qui vont se retrouver dans des filières qui sont pas les leurs. Voilà, on a cette capacité-là aujourd'hui à pouvoir recruter 25 personnes par an, en tout cas sur la région lyonnaise, c'est sûr. Une fois dans l'atelier, quand on sort de l'école, est-ce qu'on fait toujours le même type de geste ? Est-ce que vous affectez une personne à un poste ? Comment ça fonctionne chez vous, ça ? Alors, quand on débute, effectivement, il faut arriver à maîtriser ses gestes et à comprendre comment on va faire une pièce de A à Z avec les différents outils. Quand on sort de l'école, on ne connaît pas tous les outils qui sont utilisés dans l'entreprise. Et donc, on a une période de formation de 6 mois à 1 an où on va expliquer chaque produit. Donc là, c'est le travail de nos chefs d'atelier, qui sont aussi d'excellents formateurs et qui sont très pédagogues, pour pouvoir reformer encore aux techniques de l'entreprise. À l'école, on apprend à travailler sur du laiton, sur du maillechort. L'or, l'argent, le platine, c'est pas pareil, c'est d'autres métaux. Donc on a cette période de formation. Et puis après, selon l'état d'esprit de l'entreprise, on forme soit des personnes à travailler sur une même tâche plusieurs fois dans la journée, qui vont travailler une pièce, ou alors on essaie de leur faire voir différentes facettes du métier pour pouvoir faire une pièce bijouterie de A à Z. Et c'est ce que vous faites ici ? Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est important pour nous. Ouais. Pour que chacun puisse s'épanouir en n'ayant pas des tâches trop répétitives, c'est ça ? Alors en n'ayant pas des tâches trop répétitives, mais aussi surtout en comprenant ce qu'on fait. On veut vraiment que la pièce soit faite de A à Z pour pouvoir comprendre pourquoi on fait les choses, c'est important. Bien sûr. Est-ce qu'on peut raconter le travail d'Angeline qui, toute la journée, contrôle des pièces où moi, j'ai évidemment absolument pas vu la différence entre une pièce parfaite et une pièce imparfaite. Mais pourquoi elle est là, elle ? C'est quoi son travail ? Alors, le travail de contrôleuse ou contrôleur qualité, c'est d'être les yeux du bijoutier. Quand le bijoutier il va travailler pendant plusieurs heures sur la même pièce, au bout d'un moment, il y a des défauts qui paraissent évidents à Angeline, qui ne le sont plus pour le bijoutier. Donc ça nous permet d'avoir un double contrôle et elle est là pour éliminer les défauts éventuels qu'un bijoutier aurait pu louper. Elle est la personne, la garante à l'atelier de la bonne qualité des pièces, donc elle fait des contrôles en cours de fabrication et des contrôles une fois que la pièce est terminée. Avant que la pièce parte chez le client, on a un contrôle qualité à l'atelier et un contrôle qualité administratif où on vient revérifier toutes les longueurs de chaîne, la surface du métal, les numéros de gravure, que tout aille bien pour une livraison au client. Alors combien vous faites de chiffre d'affaires chez Vernet Dray ? Alors on fait environ 4,5 millions de chiffre d'affaires. C'est beaucoup ? C'est beaucoup et c'est un chiffre après. Vous gagnez de l'argent ? Vous êtes rentable ? Alors c'est très difficile aujourd'hui, très difficile parce qu'on est un métier où on a besoin de beaucoup de main d'œuvre, on a beaucoup de mains pour pouvoir sortir des pièces. Donc c'est très très difficile d'être rentable et de faire des bénéfices. Et c'est quoi les salaires d'un bijoutier entre un bijoutier débutant et un bijoutier très expérimenté ? Un bijoutier débutant, il va commencer au SMIC. Et un bijoutier confirmé peut gagner jusqu'à 1800, 2000, 2200 euros en fin de carrière ou du moins quelqu'un qui a vraiment une bonne main, qui a envie de travailler et d'apprendre, oui, il peut gagner ces sommes-là, oui. D'accord. Et c'est quoi les perspectives ? Alors, c'est quoi votre rêve pour cette entreprise Vernet Dray qui existe depuis 1908 ?
Alors, Où est-ce que vous voulez l'amener ? Notre idée, c'est de pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui soit stabilisé, qui soit pérenne. On veut maintenant, pendant plusieurs années, pouvoir répéter le même chiffre d'affaires. On veut avoir des clients avec qui on est de vrais partenaires. C'est important pour nous. Qui s'engagent sur le long terme, ça veut dire ? Qui s'engagent et qui nous font confiance. Donc on veut créer des vrais partenariats avec nos clients pour pouvoir travailler sur le long terme ensemble dans cette bijouterie. Et justement, le risque, c'est pas parfois de dépendre d'un client parce que c'est des maisons qui sont très importantes, qui parfois peuvent avoir des énormes quantités à vous commander ? Alors c'est le risque, c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut se diversifier en ayant plusieurs clients. Que ce soit assez confortable pour nous, où on puisse être sûr d'avoir un carnet de commandes qui soit plein, parce que la difficulté économique aujourd'hui, c'est d'avoir une grosse commande, de devoir recruter, et puis après le mois d'après de plus avoir de grosses commandes. Donc on veut essayer de lisser le plus possible tout ça sur l'année, pouvoir anticiper chaque commande avec le bon nombre de bijoutiers pour pouvoir réaliser ces commandes, être dans des délais respectables. On essaye ici de livrer des solitaires qui sont vendus, parce qu'on a certains clients qui vendent des solitaires, et nous on doit livrer sous 3 semaines, 4 semaines. Ouais. Donc ça, c'est très court. C'est très court comme délai, mais il faut respecter ça, puisque derrière il y a un mariage ou des fiançailles, et il vaut mieux pas se rater et louper la pièce. Donc on a des délais très courts de 3-4 semaines, mais aussi on a des délais à 6 mois, on a des commandes à 6 mois. Parce que c'est mon travail d'anticiper tout ça et d'aller chez le client, lui dire voilà, tu as commandé ça l'année dernière, tu vas recommander ça cette année, comment on peut l'anticiper. Et ça, c'est un travail qui est important pour un atelier, parce que c'est vraiment plus la planification est bonne et plus on arrive à livrer correctement. Et c'est Frédéric Saint-Romain qui vous a appris à devenir un patron, ou c'est la vie ? C'est la vie avec l'aide de Frédéric Saint-Romain, des connaissances, l'entourage, les gens qu'on rencontre, les conseils qu'on demande. Il faut avoir les oreilles toujours ouvertes et puis s'enrichir de tout ce qu'on peut nous apprendre, ouais, je pense. Et vous continuez à travailler la matière parfois ? Vous retournez un peu à la cheville ? J'ai des bijoutiers qui sont bien meilleurs que moi maintenant. C'est vrai ? Et vous avez perdu la main ? J'ai perdu la main et puis c'est difficile de leur expliquer. Moi, j'ai une vision technique. Et j'ai une vision aujourd'hui où j'aime bien un peu remettre tout en cause à chaque fois. Alors c'est un peu pénible pour eux, mais c'est mon rôle, c'est de justement pas rester dans notre zone de confort et de dire des fois, et ça, si on faisait différemment, viens, on essaye. Et donc avec les chefs d'atelier, on essaye de nouvelles techniques pour pouvoir faire une pièce de meilleure qualité, de pouvoir être meilleur dans les temps et à la fin de sortir les pièces de Parce que les chefs d'atelier, ils étaient à l'école avec vous. Les deux chefs d'atelier étaient à l'école avec moi, oui, c'est ça, dans la même classe. Donc c'est une belle synergie. C'est une belle synergie, on est amis aussi, et puis on se dit les choses, on apprend ensemble, on découvre ensemble aussi. On fait des réalisations exceptionnelles avec des nouveaux matériaux, avec certaines fois du bronze, avec certaines fois du titane. On apprend ensemble. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir d'échanger et puis de découvrir une nouvelle pièce réalisée dans une nouvelle matière qui sort de l'atelier. On est tous fiers et puis on va voir nos clients aussi en disant tiens, voilà, maintenant je sais faire ça, on a appris à faire ça. Est-ce qu'on n'aurait pas des commandes qu'on pourrait faire ensemble avec cette nouvelle matière? Et puis des fois ça marche et on est tous heureux. Alors justement, qu'est-ce que je peux faire pour vous en tant que fait des métiers d'art avec ma baguette magique? Alors nous aider aussi à rencontrer les bonnes personnes. On se rend compte qu'on a certaines fois des ateliers qui cherchent des partenaires comme nous, des entreprises comme nous, parce qu'aujourd'hui on est une entreprise à taille humaine encore, on est 35, 40 personnes. On est capable de répondre rapidement. Des grandes maisons sur des projets spécifiques où ils ont besoin de répondre eux aussi rapidement à leurs clients. Et nous, on est, je pense, le bon partenaire. Pour ça, on est capable de faire des pièces avec des délais de fabrication très courts parce qu'on est vraiment tous travaillés dans cette chaîne de fabrication et on est avec une synergie très courte, très courte. On a tout en interne. Ouais, et puis vous êtes des malins passionnés. Des malins passionnés, c'est ça, c'est un bon terme. Moi, c'est ça qui me plaît. Ok, merci. Merci, Aymeric. Merci. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiers-rares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiers-Rares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs.
Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.